Vous avez regardé l'épisode 8 de House of the Dragon saison 1 et vous cherchez un endroit où aller plus en détail dans votre visionnage, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et aujourd'hui on fait un décryptage de l'épisode 8 de House of the Dragon. C'est parti, il y a beaucoup de choses à dire. Première chose à noter, c'est que cet épisode se déroule 6 ans après l'épisode 7, on a donc une nouvelle ellipse temporelle, un saut dans le temps, désormais assez coutumier du fait dans cette série. On a 6 ans après, on les retrouve 6 ans après, ce qui permet du coup de découvrir les enfants de Rhaenyra et de Alicent plus vieux qu'on ne les avait connus précédemment. C'est aussi l'occasion de découvrir que Rhaenyra et Daemon ont désormais leurs propres enfants. Et oui, on a 2 enfants qui sont déjà nés de l'union entre Rhaenyra et Daemon. Il s'agit de Viserys et d'Aegon. Aegon qui est donc l'aîné du jeune Viserys. Évidemment, chose intéressante, il y a également un autre Aegon qui existe dans cette série à l'heure actuelle, c'est Aegon II, le prétendant au trône qui est donc l'aîné d'Alicent et Viserys, et donc nous avons désormais un autre Viserys qui est donc Viserys un petit peu plus jeune évidemment que son aïeul, le grand-père évidemment qui dans cet épisode 8 est un petit peu sur son lit de mort, on le verra. On découvre également que Rhaenyra est encore enceinte, on a donc un 3e enfant qui est en préparation, alors les lecteurs du livre savent déjà de qui il s'agit, mais bon, je ne laisse évidemment un petit peu de mystère sur son identité, parce qu'on devrait découvrir cette identité un petit peu plus tard, du coup dans la série probablement, dans l'épisode 9, à moins que ce soit un petit peu plus tard, on le verra. En tout cas, ce qui pose évidemment le côté, on va dire, respectueux de Feu et Sang par rapport à House of the Dragon, tout simplement parce que on a l'intégralité des enfants de Rhaenyra qui sont donc nés dans cette série, dans cette saison 1, et ce qui pose évidemment question, puisque à l'heure actuelle, me semble-t-il, on n'a toujours pas d'informations sur le dernier enfant d'Alicent et Viserys. Est-ce qu'il va passer à la trappe? Est-ce qu'il va être découvert en saison 2? C'est une question qu'on peut se poser. On en parlera évidemment dans la partie différence que je vous réserve à la fin de cette vidéo. C'est l'habituelle heure pour moi de vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, surtout laissez un commentaire et un pouce en l'air, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Et puis si vous appréciez mon travail sur la pop culture, sur House of the Dragon, sur les Anneaux de Pouvoir, sur Star Wars, mais surtout, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de savoir quand je sors une nouvelle vidéo, puis surtout ça me permettra aussi de savoir que vous n'allez pas m'abandonner une fois que House of the Dragon sera tout simplement terminé en diffusion sur cette saison 1. Ça me rendrait évidemment très triste de vous voir tous partir, donc restez s'il vous plaît. Bien sûr, si vous souhaitez participer financièrement à mes efforts sur YouTube, vous pouvez le faire également sur ma page Utip, ça me fait évidemment grand chaud au cœur et merci aux tipeurs déjà à l'heure actuelle. Et puis si vous voulez encore entendre ma voix dans un podcast, c'est tout à fait possible puisque nous avons sorti avec un ami Pop Tier, un podcast qui s'amuse à classer la pop culture dans une tier list avec des œuvres récentes. Évidemment, tout ça c'est dans les liens dans la description. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Il y a pas mal de scènes importantes évidemment dans cet épisode 8 de la saison 1 de House of the Dragon, et la première qui me vient en tête c'est cette grande scène de banquet qui est un petit peu imposée par Viserys à sa famille, où on a du coup d'un côté on a les Noirs, la team de Rhaenyra, et de l'autre côté on a les Verts, la team de Alicent, qui sont bien symbolisés évidemment alors que Viserys n'est pas encore arrivé au banquet par d'un côté Rhaenyra seule, un grand fossé, et de l'autre côté Alicent seule, ce qui montre bien évidemment l'éloignement entre ces deux femmes depuis le début de la saison, là où elles étaient pourtant si proches. C'est un banquet qui montre évidemment toutes les dynamiques d'opposition entre ces différents membres de la famille Targaryen, où on a évidemment par exemple Aemond qui provoque Lucerys, on a Aemond qui fait face à Daemon, avec évidemment ce regard de défi entre les deux hommes. On nous explique un petit peu plus tôt d'ailleurs dans cet épisode 8 que Aemond se fout totalement d'être bon lors des tournois, visiblement il se prépare martialement plutôt pour défoncer les membres de sa famille qui l'aurait peut-être un petit peu trop chahuté dans sa jeunesse. Voilà, donc ça pose évidemment les bases de qui est Aemond dans cette saison 1 de House of the Dragon. Lui, véritablement, il en veut toujours à Jaehaerys, il en veut toujours à Lucerys, et peut-être qu'il s'intéresserait à combattre Daemon. Je parlais d'Aemond et Lucerys, évidemment, la dynamique d'opposition entre les deux jeunes hommes
est basé sur le fait que Lucerys a fait perdre un œil à Aemon dans l'épisode précédent, mais aussi sur le fait que Lucerys, mais aussi ses autres compagnons de jeunesse, se sont amusés du fait que Aemon n'avait pas de dragon à l'heure actuelle, surtout évidemment au moment où ils ont tous fait apparaître un cochon ailé pour lui faire une surprise à fausse dragon. On a une autre dynamique de rivalité entre Aegon et Jaehaerys, les deux finalement prétendant au trône. Si on oublie évidemment Rhaenyra, on a évidemment Jaehaerys qui s'amuse un petit peu d'Aegon, mais surtout Aegon qui le pousse dans ses retranchements, qui n'hésite pas à l'insulter et à le faire prendre pour un puceau tout simplement, à côté de sa promise, Baela. Donc voilà, ça, bon... On les reconnaît, hein, les deux rivaux. On a aussi Jaehaerys qui s'amuse à proposer une danse à la promise d'Aegon, Helaena. Bon, un échange de bons procédés comme il se doit. Donc ça, voilà, ça sent la poudre, hein, tout ça, entre ces enfants. Ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est que dans la saison 1, on voyait bien que le différend était à la base sur la génération précédente, hein, entre Alicent et Rhaenyra, mais aussi d'ailleurs entre Otto et Daemon, mais ce conflit a sédimenté jusqu'à atteindre la génération suivante, puisque désormais ce sont les enfants qui prennent le relais, et quelque part ce sont les enfants qui à l'heure actuelle sont beaucoup plus violents que les parents, puisque comme on l'a vu dans l'épisode 7, il y a véritablement des échanges de coups qui sont portés, et encore une fois dans l'épisode 8, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Des banalités mondaines et des échanges de bonne volonté sont échangés dans ce banquet, au moment où Viserys est toujours là et impose finalement à sa famille d'arrêter un petit peu les conneries, si on peut le dire. Finalement, on a Rhaenyra qui se lève et qui porte un toast à Alicent, quelque part, avec finalement des paroles de bonne volonté, mais qui sont un petit peu guindées, qui sont un petit peu, on va dire, froides. De la même manière, on a Alicent qui lui répond, même chose, et pareil, on le voit bien entre quand Otto porte un toast à Daemon et vice-versa, on voit bien qu'ils ne pensent pas véritablement une seule seconde ce qu'ils sont en train de dire, c'est juste pour faire un petit peu semblant auprès de Viserys, histoire de faire plaisir une dernière fois à ce vieil homme qui aime tant sa famille et qui la mauvaise surprise de voir que depuis des années, sa famille s'entre-déchire. Il y a un truc qui m'a intéressé, c'est que pour une fois dans cet épisode, on a un point focal sur Rhaenys Targaryen, Rhaenys du coup qui est la femme de Corlys Velaryon et qui, Velaryon lui, est blessé est malade dans cet épisode 8, on se pose d'ailleurs la question de s'il ne va pas mourir puisqu'il est atteint d'une fièvre extrêmement difficile à dépasser physiquement tout simplement, et on a Rhaenys du coup qui agit en tant que consort finalement à sa place et se pose la question de la succession de Rhaenys, la succession plutôt de Corlys Velaryon. Pas mal de choses intéressantes puisque on a du coup des scènes de dialogue notamment entre Rhaenys et Rhaenyra, et on comprend bien évidemment que depuis la fausse mort de Laenor dans l'épisode précédent, c'est ça, oui, Rhaenys en veut beaucoup évidemment à Daemon et à Rhaenyra, elle les prend comme responsable de la mort de Laenor, même si nous, en tant que spectateurs, on sait désormais que Rhaenyra et Daemon ont simplement fait semblant de tuer Laenor pour avoir un petit peu les coups des franches entre eux pour se marier. Rhaenys, elle ne le sait pas, tout ça. Donc forcément, elle prend Rhaenyra comme responsable, et donc forcément, il y a des tensions entre les deux femmes. Rhaenyra à nouveau fait une proposition de mariage, une proposition d'alliance finalement, chose qu'avait refusé Alicent, on le rappelle, dans l'épisode 6, Rhaenys qui pour le coup a désormais le choix. Soit elle fait en sorte que Vaemond, le frère de Corlys, hérite comme il le demande à corps et à cri dans tout l'épisode 8, soit elle impose du coup que Baela hérite du trône de la Marque, ce qui du coup déshériterait les enfants de Rhaenyra, donc ce qui poserait évidemment problème, soit elle impose elle-même comme successeur de Corlys Velaryon sur le trône de bois flotté. Il y a du coup un petit peu ce questionnement qui se pose pour les spectateurs, mais aussi pour les lecteurs, puisque ça c'est nouveau, on y reviendra tout à l'heure à la fin de la vidéo quand j'explorerai les différences entre cet épisode 8 et le bouquin Feu et Sang. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au bout d'un moment, au terme de l'épisode, Rhaenys a fait son choix, puisque au départ, elle est donc
un peu anti-Rhaenyra, ou du moins elle se pose des questions sur Rhaenyra, et au moment crucial finalement où il faut trancher la succession de Corlys Velaryon, face au roi, elle dit « Corlys a toujours voulu que Lucerys, le deuxième fils de Rhaenyra, hérite de son trône, il faut donc que ce soit lui qui hérite. » Elle choisit donc finalement la lignée de Rhaenyra, elle choisit donc de s'allier à la femme qui pourtant lui posait question en début d'épisode, et je trouve que c'est intéressant d'avoir cet arc narratif, certes court pour Rhaenys, mais qui montre que désormais, elle est complètement dévouée à la cause de l'équipe noire, finalement, l'équipe de Rhaenyra Targaryen. C'est un épisode qui est aussi très important pour Viserys, qu'on a l'impression de voir pour la dernière fois, finalement, dans cet épisode 8, puisque pendant toute une partie de l'épisode, il est invisible, il est caché dans ses appartements, extrêmement malade, il a un œil caché, il est extrêmement moribond, ce roi, on sait qu'il n'en a plus pour très longtemps, et on a l'impression de le voir pour la dernière fois exercer ses fonctions, puisque c'est la dernière fois qu'il va véritablement donner des ordres. Il donne son premier ordre, notamment quand il arrive du coup dans cette salle du trône, il coupe Rhaenyra dans son explication finalement de pourquoi Lucerys devrait hériter du trône de bois flotté, et finalement, au lieu que ce soit Otto Hightower qui prenne la décision probablement du coup en direction de Vaemond, c'est Viserys qui, après avoir été exhorté par Daemon et sa fille Rhaenyra, décide que Rhaenys devra lui donner les informations. Donc c'est Rhaenys qui, quelque part, conduit Viserys à cette décision, à savoir que c'est Lucerys qui héritera. Chose importante puisque du coup, il cimente encore une fois sa décision de dire « Rhaenyra est mon héritière » et ses enfants sont des enfants, on va dire, de bonne lignée, ils sont du sang Velaryon. Donc encore une fois, il insiste sur sa décision qu'il a toujours prise depuis le début de la saison, c'est-à-dire Rhaenyra est mon héritière. Évidemment, ça ne plaît pas forcément aux Hightower, mais qui n'ont pas vraiment le choix, puisque, pour le coup, Viserys leur ôte son autorité par le simple fait qu'il monte lui-même sur le trône. Alors, on l'a vu, effectivement, Viserys a beaucoup de mal à monter sur le trône, il a besoin de Daemon pour montrer, il a aussi sa couronne qui tombe de son crâne au moment où il monte sur le trône. Voilà, tous ces symboles, effectivement, nous portent à croire que, bon, c'est la dernière fois qu'on voit Viserys en tant que roi. Donc ça, c'est son premier ordre dans l'épisode 8. On a son deuxième qui arrive, du coup, dans la scène de banquet, où il essaie d'exhorter, finalement, sa famille à arrêter de s'entre-déchirer, puisque la couronne ne peut pas se tenir debout si la famille Targaryen s'entre-déchire. Il leur dit ça, bon, effectivement, dès qu'il s'en va, ça commence à pourrir, effectivement, entre ces différents partis, comme on le verra. Donc forcément, voilà, on a Viserys qui, en tant que roi, arrive quand même à imposer encore son avis, mais en tant que grand-père, en tant que père, ça fonctionne pas. Et comme ça n'a jamais fonctionné d'ailleurs, depuis le début de la saison. On a effectivement cet ordre de Viserys de prendre la langue de Vaemond Velaryon, un ordre d'ailleurs auquel Daemon, son frère, n'obéit pas, puisqu'il prend un tout petit peu plus que la langue de Vaemond Velaryon. D'ailleurs, au sujet de Vaemond Velaryon, je voulais faire un tout petit focus, un tout petit décryptage sur ce que sont les Sœurs du Silence. Il se trouve que les Sœurs du Silence, c'est un ordre religieux qui est dédié au service de l'étranger, le dieu de la mort à Westeros, dans la foi des Sept. Ce sont les Sœurs du Silence qui s'occupent des morts à Westeros. Elles sont chargées de la toilette des cadavres ainsi que de leur transport en vue des funérailles. Alors la rumeur veut que leur langue soit amputée, d'où leur nom de Sœurs du Silence, mais c'est pas vraiment le cas. En fait, elles prêtent en réalité un vœu de silence. Précisons également que ça fait donc 6 ans que Rhaenyra n'est pas revenue à Port-Réal, et quand elle découvre ce qu'a fait Alicent de Port-Réal et du Donjon Rouge, elle est un petit peu surprise. Pourquoi ? Parce qu'elle se rend compte que beaucoup des héraldiques de la maison Targaryen ont été effacés au profit des symboles de la foi des Sept. On rappelle effectivement que la maison Hightower vient de Villevieille, qui est le siège un petit peu de la foi des Sept, donc on imagine bien effectivement le lien de pourquoi elle a fait ça comme ça. Il y a aussi le fait que Alicent
c'est un petit peu paré de la vertu de la religion des Sept, contrairement finalement, comme on l'avait pu le voir dans les précédents épisodes, que Rhaenyra, elle, n'est pas forcément très croyante. Donc il y a aussi cet aspect-là de la comparaison et de l'opposition entre ces deux femmes. D'un côté, une dévote finalement en la personne d'Alicent, et de l'autre, du coup, entre guillemets, une hérétique, ou du moins quelqu'un qui suit la tradition Targaryen plutôt que la religion des Sept. Et enfin, pour commencer cette séquence des différences entre le bouquin et la série, en tout cas sur cet épisode 8, on a à nouveau la prophétie du prince qui fut promis, qui est répétée par Viserys. D'ailleurs, c'est Rhaenyra qui le questionne à ce sujet. Elle lui dit « T'es sûr que ça existe? Tu y crois vraiment ?» Donc en gros, elle est en train de lui dire... Mais en fait, t'aurais pas inventé ça, moi, je me serais un petit peu dédouané de tout ça. Mais maintenant, j'ai l'impression de devoir... j'ai un devoir sur les épaules d'être sur le trône pour cette prophétie du prince qui fut promis. Elle lui reproche finalement d'avoir causé toutes ces luttes fratricides dans la dynastie Targaryen parce que il l'a imposée en tant qu'héritière du trône. Mais... du coup, elle-même a ce devoir sur les épaules de cette prophétie du prince qui fut promis. Donc encore une fois, tout ça c'est un ajout des scénaristes de House of the Dragon par rapport à Feu et Sang, puisque ça n'existe pas en fait, dans Feu et Sang, cette histoire de prophétie. Tout ça, évidemment, c'est l'idée de faire un lien, bien sûr, entre la série originelle qui est Game of Thrones et House of the Dragon, puisqu'on le sait, ce poignard... il est très important dans Game of Thrones, ça permet effectivement d'avoir une vraie filiation entre les deux séries. Mais c'est aussi, finalement, et c'est presque même plus important, ce côté, finalement, Viserys qui est obnubilé par tout ça, et c'est d'ailleurs quasiment ces derniers mots qu'il partage à Alicent, qu'il croit en fait être Rhaenyra, puisqu'il lui parle, il lui dit en fait la prophétie du prince qui fut promis, c'est toi qui dois la mener à bien, et à ce moment-là, en fait, Alicent est en train de croire qu'il parle d'Aegon. Évidemment, c'est ce qu'on appelle un rendez-vous manqué, finalement, puisque à ce moment-là, Viserys croit parler à Rhaenyra, Alicent croit, elle, qu'il parle à Aegon. Donc, forcément, on a du coup, d'un côté, Rhaenyra qui croit dur comme fer que c'est elle, le prince ou la princesse, qui fut promise dans cette prophétie, et de l'autre, on a Alicent qui va croire que c'est Aegon, le prince qui fut promis. Donc, encore une fois, avec cette histoire de prophétie, les scénaristes apportent une nouvelle surcouche au conflit générationnel qui va avoir lieu devant nos yeux très prochainement dans House of the Dragon, puisque non seulement on a cette histoire de ressentiment, on va dire personnel, entre les différents personnages, on a aussi cette lutte pour la succession, qui est quelque chose évidemment de très très matériel, mais en plus de ça, on a la surcouche, on va dire presque métaphysique, de cette prophétie du prince qui fut promis, donc forcément, tout ça est fait pour donner encore plus d'explosivité au futur conflit. Toujours sur ces différences, je voulais parler évidemment de Vaemond Velaryon. Alors déjà, il faut le savoir, j'en avais pas spécialement encore parlé, mais dans Feu et Sang, Vaemond Velaryon, ce n'est pas le frère de Corlys Velaryon, mais c'est son neveu. Et alors, quand dans Feu et Sang, Corlys Velaryon devient malade, il est effectivement accablé d'une fièvre, et donc la question se pose de sa succession. Il y a Vaemond Velaryon et un certain nombre de ses cousins, donc on parle de douzaines de neveux pour Corlys Velaryon, qui tous demandent à hériter de Corlys Velaryon, d'hériter de son trône de bois flotté. Alors c'est Vaemond évidemment qui est le point focal dans Feu et Sang, et effectivement, il est bien décapité par Daemon dans Feu et Sang. En revanche, ce n'est pas sur ordre du roi, mais c'est sur ordre de Rhaenyra Targaryen, qui demande du coup à ce que Daemon se saisisse de Vaemond, le décapite, et, omission importante, dans House of the Dragon, c'est tout ce qui se passe. Vaemond est effectivement décapité par Daemon, en pleine salle du trône, ce qui me semble-t-il n'est pas le cas dans le bouquin, puisque ça doit se passer probablement à Dragonstone ou à la Marque, probablement à Dragonstone. Chose intéressante, juste après ça, juste après la décapitation dans le bouquin de Vaemond, dont son cadavre est donné à dévorer à Syrax, la dragonne de Rhaenyra. Donc ça manque, ça a été omis à dessein, j'imagine, par les showrunners. Pourquoi ? Est-ce que c'est pour éviter de nous faire croire tout de suite que Rhaenyra est
aussi a aussi le potentiel d'être une sanguinaire comme beaucoup des autres personnages, c'est une question qui peut se poser. Est-ce que c'est simplement une décision aussi de budget pour ne pas avoir à animer un dragon en train de dévorer un cadavre? C'est aussi une question qui peut se poser, bien sûr. J'ajoute d'ailleurs qu'après cette séquence, le roi Viserys demande et ordonne que les langues des neveux, des autres neveux de Corlys Velaryon soient tout simplement coupées. Voilà, histoire de dire, je vous avais prévenu en fait, si vous questionnez la légitimité de la lignée des enfants de Rhaenyra, votre langue sera coupée. Bon, voilà, ça, malheureusement, ça n'est pas montré dans House of the Dragon, puisque au final, Viserys demande la langue de Vaemond, et finalement, bon, c'est autre chose qui se passe, puisque Vaemond est tout simplement décapité. Mais donc il y a cette histoire, effectivement, de Viserys qui demande des langues et qui, finalement, ne les aura jamais, puisque il y a plus de personnages véritablement là pour questionner la légitimité, en dehors évidemment des Hightower, mais je doute qu'il fasse arracher les langues de ses enfants ou de sa femme. Autre différence que j'ai notée, il ne me semble pas que la rivalité, ou du moins le questionnement de la légitimité de Rhaenyra par Rhaenys soit évoqué dans Feu et Sang par rapport à House of the Dragon, qui a l'air d'inventer cette dynamique un petit peu d'opposition de Rhaenys à Rhaenyra sur l'histoire du coup de la mort de Laenor. Pourquoi ? Parce que tout simplement que dans Feu et Sang, Laenor meurt véritablement. Donc il n'y a pas cette histoire de est-ce que Rhaenyra a commandité le meurtre de mon fils ? Ça n'existe pas dans Feu et Sang, donc c'est inventé. Encore une fois, c'est potentiellement pour se poser la question de la volonté de Rhaenys et de son allégeance dans cette lutte qui va arriver. Donc voilà, c'est probablement histoire d'avoir aussi une évolution pour Rhaenys. Même chose, je crois pas que Rhaenys demande l'héritage de Corlys, demande le trône de bois flotté quand Corlys est malade. Ça, il me semble pas que ce soit évoqué dans Feu et Sang. Sur ces histoires de condensation de chronologie, encore une fois, cet épisode 8 est assez marquant puisque effectivement, Jaehaerys et Lucerys sont promis à Baela et Rhaena dans Feu et Sang. En revanche, ça se déroule bien plus tôt par rapport à ce que l'on voit ici dans House of the Dragon. Pour information, dans Feu et Sang, Jaehaerys est promis à Baela ou Rhaena, je me souviens plus, Baela sans doute, est promis à Baela alors qu'il n'a que 4 ans. Donc effectivement, on est sur un gap de chronologie assez certain. Au final, bon, l'important c'est qu'il soit promis. En revanche, chose intéressante, je ne crois pas que ça soit que les 4 enfants, du coup, Lucerys, Jaehaerys, Rhaena et Baela, soient promis dans un sorte de mariage d'alliance. Je crois pas que ça soit fait de cette manière-là. En tout cas, je ne crois pas que ce soit proposé comme ça par Rhaenyra à Rhaenys et Corlys. Dans cet épisode 8, on a aussi ce qui me semble être un ajout autour de la personnalité d'Aegon. Alors on savait que c'était un petit peu un rat depuis le début de la série, mais là on a non seulement l'idée que c'est un rat, un coureur de jupons, mais en plus un violeur. Si on lit un petit peu entre les lignes, visiblement cet incident dans la chambre d'Aegon, c'est probablement qu'il s'est imposé à une jeune femme dans sa chambre. On nous explique qu'il y a toute une scène sur Alicent qui essaie de gérer la situation pour qu'il n'y ait pas d'informations qui sortent, et également qu'il n'y ait pas du coup de bâtard produit par ce viol, puisqu'elle donne un thé de lune à la jeune femme. C'est exactement ce qu'a bu, on sait pas d'ailleurs si elle l'a bu, mais c'est ce qui a été apporté par le grand maître Mélos à Rhaenyra à la fin de l'épisode 4, je crois, de cette saison 1. Voilà, donc c'est la même chose, imaginez une espèce de pilule du lendemain, sous forme de tisane, tout simplement. J'en parlais tout à l'heure, il y a pas mal d'enfants qui sont présentés dans Feu et Sang et qui sont également présentés dans House of the Dragon, et il y en a un qui manque. Il y en a un pour l'instant qu'on n'a toujours pas vu et qui n'a même pas été évoqué de mémoire, c'est Daeron. Daeron, c'est le 3e fils et donc le 4e enfant de Viserys et Alicent. Je crois pas qu'il ait été name-droppé, je crois pas qu'on y fasse référence dans la série pour l'instant, et je ne crois pas qu'il ait été casté, qu'on ait un acteur qui ait été casté pour jouer son personnage dans la saison 1. Donc est-ce que Daeron a été tout simplement squeezé par les scénaristes, ce qui semble de moins en moins probable puisque désormais on sait que l'intégralité des enfants de Rhaenyra va être présentée dans House of the Dragon. Est-ce que
il existe déjà dans cette saison 1, mais les scénaristes ont fait en sorte de le couper au montage ou de ne pas y faire référence. Pour information, on sait dans le bouquin que avant la danse des dragons, Daeron a été envoyé à Villevieille pour être échanson et écuyer du seigneur Hightower. Donc peut-être qu'ils peuvent s'en sortir comme ça, ne pas faire référence à Daeron puisqu'il n'est pas là à l'heure actuelle à Port-Réal et qu'il est du coup à Villevieille, mais ça paraît un petit peu étrange qu'il ne l'ait pas mentionné au détour d'un petit dialogue, d'une petite réplique. Donc je suis un petit peu curieux de savoir si on va avoir Daeron dans cette série ou pas. En tout cas, ce qui semble étonnant, c'est que on a tous les enfants de Rhaenyra. Pourquoi on n'a pas tous les enfants d'Alicent? Alors je sais bien, hein, pour les gens qui connaissent pas, que ça commence à faire beaucoup de noms à évidemment mémoriser, mais on peut se poser la question de si Daeron va apparaître plus tard ou pas. Alors sur cette histoire de banquet, effectivement, il y a pas mal de choses qui sont très très similaires dans ce qu'on a vu dans cet épisode 8 et ce qui est décrit dans Feu et Sang. Alors déjà, il y a un truc qu'il faut noter, c'est que c'est la différence de la tenue de ce banquet. Déjà, il se trouve que ce banquet est tenu en 127 après conquête. Alors ici, on ne sait pas à quelle date on est à Westeros, je vous le mentionne juste. Mais ce banquet, pourquoi il est tenu? Tout simplement parce qu'on fête le fait que Viserys, le roi Viserys, s'est recouvré la santé après un gros accident dans la salle du trône, puisque dans Feu et Sang, il tombe de son trône et se blesse au niveau de la main sur une épée du trône de fer, et il doit être amputé d'une partie de ses doigts de la main. Après ça, il est fiévreux, il est atteint d'une fièvre, et les gens se posent la question de s'il va pas mourir. Au final, il réussit à outrepasser la condition, et donc un grand banquet est organisé pour fêter du coup sa recouvrance, et donc il est imposé aux deux parties de faire partie du banquet. Et évidemment, on leur impose finalement de s'échanger des civilités, et donc là, très rigoureusement, on a un toast d'Otto et un toast de Daemon qui sont rigoureusement les mêmes dans House of the Dragon épisode 8. Même chose pour les provocations Daemon autour de les enfants Velaryon qui sont particulièrement forts, hein, et puis évidemment ils sont très forts ces enfants. Voilà, on a même chose les provocations de Jaehaerys par rapport à la promise de Daegon. On a tout ça évidemment qui sont très rigoureusement les mêmes choses. En revanche, on nous précise qu'Aegon et Jaehaerys n'ont pas pu en venir aux mains dans Feu et Sang, tout simplement parce qu'ils ont été séparés par la garde royale, alors qu'ici, dans House of the Dragon, on a effectivement les deux princes qui en viennent aux mains. Et encore une fois, différence, ce n'est pas face à Aegon que Jaehaerys se bat, mais face à Aemond, son frère. Donc encore une fois, on a du coup la série qui insiste pas mal plus sur Aemond que sur Aegon, probablement pour en faire un personnage extrêmement important, extrêmement central de la danse des dragons. Il y a une question qu'on peut se poser dans cet épisode 8, c'est qu'à la toute fin de cet épisode, on est presque témoin du dernier souffle de Viserys au moment où on est finalement plongé dans le noir et on écoute finalement que sa respiration. Est-ce qu'on est en train d'entendre son dernier souffle? On n'a pas finalement la confirmation qu'il est bel et bien mort à la fin de cet épisode 8, mais les scènes sont tellement belles, j'ai envie de vous dire. L'insistance est tellement mise sur le fait que il donne ses ultimes ordres en tant que roi que j'ai l'impression en fait qu'on ne va plus le revoir. J'ai vraiment le sentiment que pour moi, Viserys est décédé à la fin de cet épisode 8. On en aura évidemment le cœur net dans le trailer de l'épisode 9 qui, à l'heure actuelle, je n'ai pas vu, mais aussi évidemment une fois la diffusion de l'épisode 9 terminée. Mais pour moi, en fait, on a véritablement la fin de la boucle, la fin de l'arc narratif de Viserys qui, au début de la saison, essayait encore d'être un père, d'être un roi exemplaire, et qui, à la fin de son arc narratif, à la fin de l'épisode 8, finalement divague totalement et dit quelque chose qu'il veut dire à Rhaenyra, mais en réalité, il le dit à Alicent, qui le prend du coup comme un message pour Aegon, et finalement, voilà, dans cet épisode 8, il donne ses derniers ordres, il donne cet ordre à sa famille qui immédiatement est complètement ignoré, il donne cet dernier ordre en tant que roi véritablement sur le trône de fer, pour encore une fois insister sur la ligne de succession,
celle de Corlys Velaryon, mais aussi la sienne à lui finalement, hein, par effet de bord. Tout ça évidemment c'est extrêmement important et je pense que en réalité Viserys c'est terminé à la fin de cet épisode 8. Alors peut-être évidemment qu'on va le voir un tout petit peu dans l'épisode 9, puisque bon, on se doute bien que dans l'épisode 9 ça va tout simplement péter, hein. Évidemment, c'est un épisode 9 d'une série dans l'univers de Game of Thrones, ça ne peut pas en être autrement. Je suis allé checker la vidéo making-of de l'épisode 8 et le trailer de l'épisode 9 avant de finir le montage de cette vidéo, et effectivement, ça me permet de confirmer que Viserys est bel et bien mort à la fin de cet épisode 8, donc le glas va sonner sur le donjon rouge dans l'épisode 9, reste à savoir quand et comment. C'est évidemment un des grands intérêts de la suite de cette saison 1. Je vais terminer cette vidéo qui est déjà longue sur mon avis personnel sur cet épisode 8 de House of the Dragon. Si je devais résumer cet épisode 8 en 3 mots, je dirais fini de jouer. House of the Dragon se permet de faire monter encore un peu plus l'intensité des débats et personne n'est dupe que l'épisode 9 va tout faire péter. J'ai beaucoup apprécié ce 8e épisode qui permet de délimiter clairement les deux camps noirs et verts du futur conflit. On en voit un peu plus sur Rhaenys, qui manquait un peu à cette première saison, j'ai trouvé. Je retiendrai surtout les ultimes scènes de Viserys à qui l'on dit clairement au revoir dans cet épisode 8. Son arrivée dans la salle du trône m'a tout simplement donné des frissons. Les adieux du roi ont été puissants, et bien qu'il exhorte sa famille à arrêter les conneries, on sait tous que les promesses de bienveillance durant le dîner cachent des volontés bel et bien carnassières. Les enjeux et les personnages sont en place, il ne nous reste plus que 2 épisodes à découvrir de cette saison 1 de House of the Dragon, et désormais il est temps de lancer les hostilités. J'ai donc excessivement hâte, comme vous, j'imagine, d'être lundi prochain pour découvrir avec vous cet épisode 9. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 8 de House of the Dragon saison 1, c'était toujours aussi bien, il ne nous reste désormais plus que 2 épisodes à découvrir de House of the Dragon et ce sera terminé. J'espère évidemment que vous serez toujours là quand même pour regarder mes vidéos quand House of the Dragon ne sera plus en diffusion, en tout cas pour cette saison 1. Ça me ferait très plaisir de vous revoir en tout cas dans les commentaires sur mes autres vidéos. Pour cela, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien rater et pour soutenir évidemment mon activité sur YouTube. Vous pouvez le faire financièrement sur ma page Utip, le lien est dans la description, c'est évidemment très apprécié. Ce que j'apprécie évidemment très fortement, c'est le petit pouce en l'air et le commentaire, tout ça c'est gratuit et ça aide déjà beaucoup la chaîne, donc évidemment merci à tous de le faire. Bon, on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente semaine. Moi, j'ai très hâte de vous faire le décryptage du trailer de l'épisode 9. Voilà, d'ici la fin de semaine, hein, soyez évidemment pas trop impatients, ça arrive, j'y travaille. Et puis d'ici là, portez-vous bien, et puis à très bientôt tout le monde. Salut à tous.